Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information sur la radio-télévision Hermon. Tout de suite, les titres. Pour traduire en acte le programme de 100 jours lancé par l'édile de la capitale gabonaise Jeunba, Chadi Moukarim, maire du 5e, était à pied d'œuvre ce matin avec son équipe pour embellir l'axe Sogatol, échangeur de IAI. Et puis, nous parlerons également dans cette édition d'information des populations gabonaises qui restent réticentes face au test PCR, ce malgré sa gratuité. En international, au Congo-Brazzaville, à quelques jours de l'élection présidentielle, on parle d'augmentation des cas d'insécurité et le phénomène bébé noir refait surface. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui va constituer la l'ossature de votre édition d'information de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'information nationale et internationale. Tout de suite, passons au développement de nos titres. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information. À la mairie du 5e arrondissement de Libreville, le maire Chadi Moukarim, déjà à pied d'œuvre avec son équipe pour traduire en acte le programme de 100 jours initié par l'édile de la capitale gabonaise Jeunba. Les précisions dans ce reportage sur ces images de Boris Mikoulou. À l'occasion du lancement du programme de 100 jours initié par l'idée de la capitale gabonaise Jeunba, Chadi Moukarim, maire du 5e arrondissement avec son équipe, depuis ce matin sur le terrain pour traduire en acte les recommandations de sa hiérarchie. L'axe Sogatol, échangeur de IAI, a vu ses fleurs taillées par le personnel du 5e. Le premier responsable de cet arrondissement nous donne la quintessence de ce programme. Nous sommes dans le cadre de l'opération de lancement des 100 premiers jours du nouvel édile de Libreville, Eugène Ba, qui a décidé de redonner à notre capitale une cure de jouvence afin de ne pas laisser nos agents aussi assis. Parce que depuis un moment, nos agents sont dans les arrondissements à ne rien faire. Ils ne sont pas exploités car manque de prérogatives cause de manque de décentralisation. Et enfin, le maire de Libreville a donné des activités à nos éléments. Donc partout, nous sommes en train de curer les caniveaux, nous sommes en train de couper les fleurs pour leur redonner un meilleur aspect. Et cette opération devrait se perpétuer tout au long du mois et des années. Ce n'est pas juste une opération ponctuelle. Monsieur Boulingi Fabrice, chef de bureau cadastre et urbanisme, nous retrace ici l'itinéraire à suivre. Je suis accompagné de mon staff technique par rapport à la mission qui nous a été assignée par notre hiérarchie. Donc nous sommes là juste pour l'embellissement de notre arrondissement qui est le 5e, bien sûr. Donc c'est une mission qui va s'étendre, je crois, pendant 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Là, nous avons débuté ce travail-là depuis le lundi passé. Donc là, nous sommes en train d'évoluer. Dans tout le 5e. Après, ici, nous irons à Lalala, sur l'échangeur de Lalala, parce que c'est là-bas où il y a plus de boulot. Après, nous irons dans la zone de Mindoubé, de gauche à droite. Et après, ce serait maintenant, je crois, vers Awendje. Et là, on va clôturer le boulot à Awendje. Vu la grandeur du 5e arrondissement et le nombre d'habitants élevé au kilomètre carré, l'équipe de la mairie, avec les moyens dont elle dispose, un effectif réduit, sera-t-elle à mesure de nettoyer le quartier? Nous avons le minimum et nous savons que la hiérarchie fera encore de son mieux pour pouvoir nous aider à mener à bien cette mission. Pour l'équipe, je dirais oui, des personnes dynamiques et qualifiées sur le terrain pour cette mission, oui. Nous avons une équipe assez dynamique. Si l'heure n'est pas encore au bilan, on peut se le dire sans risque de se tromper qu'au 5e arrondissement, Chadi Moukarim et son équipe viennent de démarrer l'opération avec une grande rigueur. Souhaitons toutefois que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition afin de mener à bien ce programme de 100 jours initié par le maire central et Jeunba, aboutisse si pour le bien-être des populations librevilloises en général, du 5e arrondissement en particulier. Non loin de là, au quartier derrière l'Institut africain d'informatique IAI, on parle d'inondation à la moindre pluie. Ici, les populations désespérées lancent un cri d'alarme aux autorités du 5e arrondissement de Libreville. Reportage sur ces images de Floris Mapangou.
Mais les inondations, c'est parce qu'il n'y a pas comment on appelle ça, le passage. Hein? Enfin, quand l'autre là, il pleut, l'eau ne peut pas bien circuler. Obligé de l'autre là, l'eau repousse, l'autre là repousse. Puis s'il y avait le passage, on ne devrait pas voir les inondations. C'est, comment on appelle ça, les constructions anarchiques. Tu vois, quand il est là, il faut les rentrer, comment on appelle ça, les messieurs qui a construit là. Il a rétréci la rivière. Tu vois, il a rétréci la rivière. Voilà pourquoi le passage d'eau est maintenant rétréci. Donc l'eau ne peut pas couler. Avant, il n'y avait pas les inondations. Ce que je vais parler, les maires savent qu'ici, là, ça s'inonde. Tous les gens de quartier, là, savent qu'ici, ça s'inonde. Moi, je vais encore parler quoi? Il fallait venir le jour où il y a la pluie, la grande pluie, et il y a l'inondation. Vous allez voir comment vous allez travailler, parce que c'est vous qui devez travailler ces lieux. Et depuis longtemps, vous ne faites rien. Ici, la situation est catastrophique. Les habitants du quartier derrière l'Institut africain d'informatique IAI sont en danger. À la moindre pluie, les cœurs battent au rythme des tam-tams. La nuit, la peur au ventre. Le sommeil est partagé entre les plières et les moustiques. Tout ceci à cause des inondations devenues monnaie courante, surtout en cette période de grande saison de pluie. Les habitants du quartier lancent un cri d'alarme aux autorités du 5e qui, à l'occasion du programme des 100 jours initié par le maire central et Jeunumba, rassure. À notre population, je dirais de ne pas s'inquiéter. Vous savez que déjà, la mairie du 5e arrondissement, c'est la mairie du peuple. Donc, on est toujours avec vous et que cette mission va aller à son terme et nous allons faire le nécessaire pour vous faire plaisir comme toujours et rendre notre arrondissement agréable. Monsieur le maire, avec plus de 200 000 habitants que compte votre arrondissement, pourriez-vous descendre dans tous les coins et recoins du quartier dont vous avez la charge? Alors, si Dieu nous donne la force, nous serons dans tous les coins et recoins du 5e arrondissement. Mais il faut rappeler que le 5e arrondissement est un très grand arrondissement de 30 km². Nous avons 200 000 habitants, donc c'est l'arrondissement le plus peuplé du Gabon. Et nous avons exactement les mêmes moyens que tous les autres arrondissements. Donc ce n'est pas évident que nous soyons en même temps à Mélène, à Bizango, sur la voie express, à Mindoubé et à Lalala et à Olumi et à Ozangué et compagnie. Donc nous allons nous déployer au fur et à mesure et essayer de couvrir l'ensemble de l'arrondissement avec le soutien de l'hôtel de ville car c'est une opération, je rappelle, du maire de Libreville, Eugène Ba. Au regard de tout ce qui précède, il serait judicieux qu'un regard particulier de la part des autorités compétentes soit jeté dans ce quartier pour soulager tant soit peu les souffrances des populations de cette partie de la capitale gabonaise. Avoir un téléphone Android, c'est bon, mais connaître son mode de fonctionnement, c'est mieux. L'ignorance de son utilisation est souvent à l'origine de plusieurs pannes dont seuls les techniciens peuvent nous expliquer les étapes de la réparation. Plus de précisions avec Ortega Otuanzogo et Floris Mapango dans ce reportage. Suivons. L'évolution de la technologie a pris de l'ampleur dans le monde. L'arrivée des téléphones Android est plus appréciée par toutes les couches sociales. Il ne se passe pas un instant de trouver au passage un individu manipulant son téléphone. Cet objet nécessaire apporterait aussi beaucoup de frustration chez les populations suite à sa fragilité. Les réparateurs de ces outils annoncent combien de temps ils font pour les arranger au quotidien. C'est un boulot comme tout autre. On essaie de démonter le téléphone et puis connaître la panne et puis on fait juste un diagnostic. On ne fait pas au client et puis on lui donne un prix. Après, on fait. Simplement, ça dépend. Et puis si c'est juste l'écran, moins de 5 à 10 minutes, c'est bon. Maintenant, si ce sont des pannes qui sont sur souvent les plaquettes, sur les téléphones, on peut prendre même souvent une journée, souvent même 2 jours. Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics sur le téléphone. Il faut connaître là où se trouve la masse avant de donner de donner quelque chose au client. On peut dire bon, tu passes dans 2 jours ou tu passes dans 3 jours pour juste laisser le temps de mieux travailler.
Parce que sur les plaquettes, il y a beaucoup de bornes. Il faut trouver là où le courant passe, là où il y a la masse. Il faut souder, il faut enlever ça. Donc ça peut mettre peut-être une journée. Donc on demande au client de passer le lendemain ou 2 jours pour bien poser le cœur, pour que le travail soit bien fait. Réparer un téléphone nécessiterait des connaissances appropriées. Ces réparateurs expliquent tout de même les complications dont ils font face avec certains clients qui se plaignent du fait que le digital de leur téléphone prend souvent un coup. L'utilisation de l'anti-choc et celle des protèges de téléphone sont expliquées. Ça c'est partout. On ne peut pas reprocher ça aux clients. Ça c'est partout parce que il y a souvent les clients qui sont beaucoup exigeants pour demander bon j'ai beaucoup de documents à l'intérieur. Il faut que tu puisses me réanimer le téléphone. Donc c'est forcé. Il y a des clients qui parlent souvent mal pour dire bon vous avez cassé l'écran d'un téléphone ou mon téléphone n'est pas venu comme ça. Ça c'est partout. On gère ça avec les clients. C'est un boulot. Il y a souvent des malentendus entre nous avec les clients, mais ça va, on gère. L'anti-choc, ça permet à ce que l'écran soit bien protégé. Et puis, c'est pas forcément pour que l'écran ne se casse pas. C'est pour éviter juste les petits chocs. Et puis, souvent, les pochettes, c'est pour juste protéger le téléphone. Protéger le téléphone pour que le téléphone garde toujours sa splendeur. Le téléphone peut ne pas être cassé. Bon, ce sont des appareils électroniques. Ça peut ne pas être cassé et puis ça ne passe pas. Mais on a une façon de faire pour que ça puisse repasser. Ça peut être juste planté. Problème de système. Les spécialistes en la matière interpellent les uns et les autres à prendre soin de leur appareil. Je suis présentement ici pour réparer mon téléphone. Donc il a pris un coup et je n'arrive plus à lancer des appels ni à recevoir parce que le digital embête. C'est vraiment désagréable parce que lorsque vous recevez un appel urgent et que vous ne pouvez pas répondre tout de suite, ça vous met mal à l'aise. Oui. Donc à l'époque, avec des téléphones simples, on avait cette facilité de répondre à des appels ou de décrocher. Mais avec cette nouvelle génération, c'est vrai, les Android sont de très bonne qualité, mais avec ce problème, c'est vraiment embêtant. Il faut les réparer à tout moment. Une fois c'est en contact avec le sol, ça se casse et puis c'est vraiment désagréable. C'est au client de savoir utiliser son téléphone. Moi, je viens de payer le téléphone là A31S. J'ai payé ça à une somme de 145 000. Une semaine après, l'enfant a fait tomber, c'est cassé. Parce que je ne sais pas utiliser. Il faut bien garder votre téléphone. Et si votre téléphone prend un coup, il faut savoir que vous allez dépenser ou payer un autre téléphone. Plus qu'important dans la société, l'utilisation des téléphones Android très sensibles devrait être utilisée avec beaucoup de prudence. Autre chose, à présent, on parle de la problématique du non-respect des mesures barrières qui continuent à faire couler autant d'encre que de salive. Plusieurs, malgré la gratuité du test PCR, restent sceptiques. Les détails, une fois de plus, avec Ortega Otoanzogo et Flores Mapango. Suivant. Depuis l'arrivée du corona, le gouvernement a pris la décision de faire dépister tout le monde afin que chacun connaisse son statut. Une mesure qui n'est pas respectée par tout le monde. Oui, j'ai pas encore eu les résultats. J'ai eu à faire 2 tests déjà. Ouais, je viens à peine de faire mon test. Le résultat, c'est pas encore sorti, c'est demain que je dois avoir le résultat. Non, parce que je n'en ai pas eu besoin. J'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin de... Disons que je suis dans une situation où j'ai pas besoin de beaucoup bouger en fait. Donc les tests ne sont pas nécessaires pour le moment. Certains n'ont pas de choix que de s'adapter à la situation présente. D'où il faut régulièrement mettre en pratique les gestes barrières et les mesures gouvernementales. Bien sûr que je respecte. Je suis commerçant en fait. Je suis commerçant, je vends au marché, mais bon, depuis que ça a commencé, bon, j'ai arrêté de faire certaines choses, les mesures barrières, comment il faut mettre les clients, bon, pour qu'on puisse essayer de faire notre maximum pour respecter les mesures barrières. Ce que moi je fais, bon, quand je vends, j'ai les javel, pour que les clients puissent essuyer les mains avec avant de pousser la porte d'entrée et sortir. Moi-même, quand j'arrive, avant de faire tout quoi que ce soit, d'abord je nettoie les mains, je lave les mains, et après je me mets à nettoyer le magasin, ce que je dois faire. Au fur et à mesure que j'ai fini de faire, je me mets maintenant à servir mes clients comme ça se doit. On essaye de s'adapter à la situation. Déjà, le fait de porter le masque, ça fait partie des mesures barrières.
Donc c'est un peu ça. Malheureusement, d'autres enfants à leur tête ou ne croient pas à cette maladie d'ailleurs qui a arraché plusieurs vies dans le monde. Normalement, bon, si y a un client qui vient, bon, il n'arrive pas à respecter ce qu'il doit le faire, on doit l'amener à la raison quand même. On doit l'amener à la raison. Bon, il faut faire comme ça. Même si tu ne penses pas à toi, il faut quand même passer à les autres. Je sais pas, ils le font consciemment. Peut-être que certains le font consciemment, certains prennent conscience, d'autres aussi ne prennent pas conscience. La sensibilisation s'impose pour le respect des mesures barrières. Les uns et les autres devraient adopter un comportement raisonnable. Du moment où des milliers de familles pleurent leurs proches morts du coronavirus, tous devraient s'aligner pour se protéger et garder les autres en bonne santé. À quelques jours des élections présidentielles au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes en international. Les bébés noirs refont surface et sèment la terreur dans tout le pays. On note une augmentation des cas d'insécurité en cette période de campagne électorale. Retrouvons cette fois-ci nos confrères de la presse internationale pour les détails. C'était il y a un peu plus d'un mois, dans l'arrondissement 6 à Langai. 2 jeunes hommes sont pris à partie en fin d'après-midi par un groupe d'autres jeunes hommes. Ils exigent leur téléphone. Meton Kirambia, lycéen, refuse. L'un de ses frères qui l'accompagne parvient à fuir, lui pas. Et les coups commencent à pleuvoir. Des coups de machette, de pierre, de couteau. Les riverains regardent, certains filment, personne n'ose intervenir. Meton Kirambia est laissé pour mort. Le jeune homme a survécu, miraculeusement. Il a passé près d'un mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Il ne parvient toujours pas à remarcher. Sa vie s'est arrêtée. C'est son frère aîné qui parle pour lui. Je viens souvent le voir parce qu'il faut le réconforter, il ne faut pas qu'il soit seul, il doit être accompagné. Donc je suis souvent ici et là. Je n'ai pas de mots, C'est dit à l'intérieur de moi, je n'ai pas de mots à dire. C'est grave. La colère face à la violence qui s'est déchaînée sur son petit frère et face à l'absence de suite. Une enquête a été ouverte, mais la famille n'a aucune nouvelle de la police. Les bébés noirs, comme on les surnomme ici, terrorisent les habitants des quartiers périphériques de Brazzaville et d'autres villes congolaises. De jeunes délinquants, souvent drogués, qui volent, poignardent, tuent, violent, pour 3 fois rien. La police est accusée de passivité. Ce jour-là, elle a à cœur de présenter à la presse une quinzaine de bébés noirs, récemment arrêtés. Vous avez devant vous des enfants. Ce sont des enfants qui sont supposés être encore sous le toit des parents. Il y a une démission des parents. Curieusement, tout le monde s'en plaint. Tout le monde se plaint du phénomène de bébé noir. Mais en amont, nous parents, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas un problème de la police. C'est un problème transversal. Aller au-delà de la répression, qui reste aujourd'hui la seule réponse des autorités face au phénomène. C'est ce que préconisent beaucoup de Congolais. On doit d'abord donner le travail aux jeunes et tout, arranger et tout. L'éducation, c'est d'abord ça. Parce que ces jeunes-là, c'est les Congolais avant tout. Il faut surtout pas les embrigader et les exclure de la société. Il faut aussi les former. Parce que quand les jeunes qui sont sans formation font le banditisme, moi je pense que quand on les arrête, qu'on mette en place à la maison d'arrêt une plateforme de formation et de rééducation. Les Brazzavillois, surtout, attendent que le prochain président congolais fasse vraiment de l'insécurité l'une de ses priorités. Poursuivons cette édition d'information et restons toujours en international, mesdames et messieurs, pour éviter de toujours importer les produits laitiers. Les autorités camerounaises ont fait venir les vaches laitières de France à la grande satisfaction des éleveurs. Suivons. Ici, au nord du Cameroun, c'est traditionnellement une terre d'élevage. Dans des conditions semi-désertiques, des températures très élevées toute l'année. Et c'est là, dans cette ferme, que depuis quelques mois, le gouvernement camerounais mène une expérience unique pour renforcer la filière laitière, car le pays manque de lait. C'est bon, mon grand. Ça va? Djedo Godson, ingénieur agronome, veille jour et nuit sur de nouvelles pensionnaires. Ah, ces vaches, elles viennent de France. Des vaches françaises au Cameroun. C'est une joie. C'est une fierté.
de les avoir dans notre pays, et particulièrement chez nous ici, dans l'extrême nord à Lugeri, où il fait tellement chaud. On est dans les 41-42 degrés. Un environnement bien différent pour ces vaches, pour le moment en période d'acclimatation. 164 génisses montbéliardes, nées au cœur du Jura et arrivées ici par avion. Un voyage de 5000 km encadré par des vétérinaires aux petits soins. Une fois arrivées, il a fallu innover pour que les Françaises résistent, les protéger des insectes, leur fournir de l'eau en abondance et surtout remplacer le foin qui manque ici par de la coque de coton, un aliment riche en fibres et très présent dans la région. Aujourd'hui, elles sont toutes en parfaite santé. Voir ces vaches qui étaient peut-être habituées à consommer d'autres ressources alimentaires arriver ici, se contenter de cette coque, ça prouve déjà qu'elles se sont adaptées. Et si ces Montbéliardes ont été parachutées ici, c'est parce qu'elles sont capables de produire au moins 5 fois plus de lait que leurs collègues camerounaises, même après avoir été transportées jusqu'en Afrique. Une qualité qui fait d'elles des superstars. Voilà le résultat de l'amélioration de la production laitière au Cameroun. Voilà donc la quantité de lait qui a augmenté. Une vache qui vous donne 30 litres de lait par jour. Et au fil des ans, on va arriver, je pense bien, à 0 importation. Car le Cameroun produit trop peu de lait. L'essentiel est importé en poudre. Alors pour ce programme, le gouvernement a vu les choses en grand. Il a emprunté 80 millions d'euros auprès de la Banque mondiale. Ensuite, commence la deuxième phase. 5 mois après leur arrivée, les Montbéliardes reprennent la route. Les vaches sont réparties chez des éleveurs de la région. Madame Bakary est la première bénéficiaire. La grande. Emmène-la par là, par ici. C'est à elle désormais de prendre soin des animaux. Dans sa ferme cohabitent des vaches camerounaises et des vaches françaises, une première dans le pays. C'est la coopération France-camerounaise, franco-camerounaise. Je rêvais avoir une vache proprement laitière. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Elle a dû payer 3 600 € pour 2 vaches, une somme conséquente au Cameroun. Mais cette éleveuse espère pouvoir quintupler sa production de produits laitiers et augmenter ses revenus. Le lait pour tout le monde. À boire en lait frais, lait pasteurisé, en yaourt, en fromage et obtenir aussi le beurre. Ce qu'on n'en avait pas là, aujourd'hui on en a grâce aux Montbéliardes. Et après la première traite, le résultat est là. Il est bien mousseux, il est tout blanc, il est un peu plus lourd. Ça fait plaisir à voir. Bien sûr, ça fait un grand plaisir. Paf. Voilà. Toutes les vaches envoyées au Cameroun avaient été inséminées. Elles ont donné naissance à plus d'une centaine de veaux. Au fil des mois, le projet devrait donc prendre plus d'ampleur, fournir toujours plus de lait de grande qualité. On va poursuivre cette édition d'information et restons toujours en international. Mesdames et messieurs, on va parler cette fois-ci du différend frontalier entre le Kenya et la Somalie, qui est déjà devant la Cour pénale internationale. Les pêcheurs kenyans manifestent d'une manière originale. C'est là pour marquer leur mécontentement. On va suivre ce reportage de nos confrères de la presse internationale. C'est une manifestation marine. En bateau et en musique, banderole au vent, au large du port de Lamu. Ces hommes à bord n'ont pas l'habitude de protester ni de défiler. Leur quotidien, voguer sur ces eaux de l'océan Indien, entre le Kenya et la Somalie, pour pêcher, leur seul moyen de subsistance. Si on perd la pêche, on peut dire qu'on perd 50% de nos moyens de subsistance. Parce que notre communauté de Lamu, elle n'est pas éduquée. Et dans le comté de Lamu, on n'a pas d'industrie où investir. Donc, si on perd la pêche, on perd totalement notre vie. Perdre la pêche. Comprendre, perdre l'accès aux eaux poissonneuses situées au large. Des eaux actuellement sous contrôle kényan, mais disputées par la Somalie. Depuis plusieurs années déjà, les deux pays s'opposent sur le tracé de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien.
Le Kenya veut garder sa frontière actuelle. La Somalie demande une prolongation vers le sud de sa frontière terrestre. En jeu, une vaste zone, un triangle maritime de plus de 100 000 km², riche en poissons, mais aussi potentiellement en gaz et en pétrole. Cette zone, le Kenya la considère comme sienne depuis 40 ans, ce que Mogadiscio conteste, au point de saisir la Cour internationale de justice en 2014. L'audience a démarré ce lundi en présence des représentants somaliens. Mais côté kényan, c'est la politique de la chaise vide. Nairobi proteste contre un refus de renvoi par la Cour, une absence qui risque de lui porter préjudice. À Lamu, les pêcheurs kényans, eux, espèrent encore un accord en dehors de la Cour et loin des intérêts pétroliers hypothétiques. Les habitants de Lamu et nos frères somaliens ont coexisté pendant des siècles et continuent de considérer les frontières actuelles comme des lignes coloniales tracées sans considérer ni l'intérêt des Kenyans ni des Somaliens. Pour l'heure, les deux pays n'ont pas trouvé un moyen de s'entendre. Les audiences devant la Cour internationale de justice se poursuivront jusqu'au 24 mars. Voilà, c'est par cette note de la Cour internationale que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, avant que de se dire au revoir, voici le rappel des titres. Pour traduire en acte le programme de 100 jours lancé par l'idée de la capitale gabonaise Ejeunba, Chadi Moukarim, maire du 5e arrondissement, était ce matin sur le terrain pour embellir l'axe Sogatol, échangeur de IAI. Et puis les populations gabonaises réticentes devant le test PCR, ce malgré sa gratuité. Au Congo-Brazzaville, à quelques jours de la présidentielle, on parle d'augmentation des cas d'insécurité. Le phénomène des bébés noirs refait surface. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de toute l'équipe de la rédaction. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Que Dieu vous bénisse. Ciao.